Donc bonjour à tous et à toutes. Moi je m'appelle Morena Gaspari, je suis doctorante en deuxième année de thèse à l'Université de Corse et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de thèse qui se porte sur l'analyse du risque de transmission d'agents pathogènes par les tiques en Corse. Donc je vais essayer de pas trop répéter ce qui a déjà été dit auparavant. Mais pour parler des maladies transmises par les tiques, il faut d'abord revenir à la base. Donc, les maladies infectieuses, ce sont des maladies causées par des agents pathogènes. On retrouve les bactéries, les virus, les parasites, les champignons, etc. Et parmi ces maladies infectieuses, on va retrouver les maladies à transmission vectorielle, qui sont par exemple, que vous connaissez bien parce qu'elles sont transmises par des vecteurs, comme les moustiques, qui sont les premiers vecteurs de maladies humaines dans le monde, et les maladies transmises par les tiques, donc les tiques qui sont le premier vecteur de maladies animales et les deuxièmes vecteurs de maladies humaines au monde. Ces vecteurs vont pouvoir créer des émergences d'agents pathogènes et ces émergences, elles sont, comme on l'a dit auparavant, de plus en plus fréquentes. Cette augmentation de fréquence, elle va être liée à plusieurs facteurs, dont notamment des facteurs liés aux agents pathogènes, comme leur évolution assez rapide, par exemple pour les virus ARN, ou leur mode de réplication. On a des facteurs qui sont liés directement aux activités humaines, comme la mondialisation des échanges qui a permis le transfert des agents pathogènes très rapidement d'un continent à l'autre, les augmentations de densité de population, mais aussi la modification des comportements humains. Et on a aussi des facteurs qui sont liés directement à l'environnement, donc comme le réchauffement climatique qui va modifier la distribution des vecteurs mais aussi des hôtes, et le rapprochement des populations, que ce soit humaines, animales, avec l'environnement. Donc maintenant, pour vous parler des tiques, les tiques ont deux familles, qu'on appelle tiques molles ou tiques dures. Nous, ici, on s'intéresse principalement aux tiques dures, qui sont les principaux vecteurs d'agents pathogènes d'intérêt en santé publique. Et ces tiques, elles vont avoir différents cycles de vie. Paloma vous les a déjà expliqués tout à l'heure, mais on retrouve des cycles de vie à un hôte, où les tiques, pour leur développement, pour assurer leur développement, vont devoir surgorger sur un seul hôte. Elles vont alors se métamorphoser, de passer de larve à nymphe, puis de nymphe à adulte sur ce même hôte. Ou alors on retrouve des cycles de vie à plusieurs hôtes, où là, une tique non gorgée va aller se gorger sur un premier hôte, elle va muer sur ce même hôte par exemple, et ensuite tomber dans l'environnement, muer à son prochain stade, donc elle va devenir adulte, puis se gorger sur un autre hôte, chercher un autre hôte, se gorger pour ainsi finir son cycle de vie. Donc, en fait, dans tous ces cycles, on peut voir qu'il y a une part importante de l'environnement pour chacune de ces tiques. Et donc, on va avoir une grosse influence de l'environnement sur la survie et le développement des tiques. Donc, quelles sont les conditions pour retrouver des tiques dans un environnement? C'est déjà qu'il y ait la présence des hôtes, parce que sans hôtes, elles ne peuvent pas accomplir leur cycle de développement, mais aussi que le milieu soit propice à leur développement et à leur survie. Qu'est-ce que ça veut dire, un milieu propice au développement et à la survie? Ça va être basé sur des facteurs qu'on appelle facteurs abiotiques. Les facteurs abiotiques, ce sont les paramètres physico-chimiques d'un environnement. Donc, par exemple, on va retrouver la température, qui va être plutôt assez... ça dépend, mais qui va déterminer la durée des phases de développement des tiques. Donc, par exemple, une température plus élevée va permettre un cycle de développement des tiques plus court. Mais cette température, elle peut aussi avoir des points négatifs, comme par exemple l'assèchement de l'air et du coup la déshydratation des tiques, pouvant entraîner leur mort. On a aussi l'humidité comme paramètre physico-chimique qui va avoir un impact important, qui va être assez positif puisqu'il va contrer l'effet déshydratant du vent. Mais qui va aussi demander aux tiques beaucoup plus d'énergie pour retrouver justement des endroits qui vont leur apporter ce système de réhydratation. On a aussi du coup les milieux propices à la survie et au développement des tiques vont être
influencés par des facteurs qui sont dits biotiques. Et là, les facteurs biotiques, ce sont tout ce qui va être en fonction des êtres vivants, des facteurs, voilà, tout ce qui regroupe les êtres vivants. Et notamment la végétation qui va influencer le cycle de développement par la création d'un microclimat. Chaque environnement va être très différent, que ce soit par exemple en Haute-Corse ou en Corse du Sud. Mais les végétaux vont aussi avoir un caractère attractif pour certains hôtes. Donc par exemple, les fougères vont pouvoir par exemple attirer des brebis et par exemple des chardons vont pouvoir attirer des bovins et du coup on va avoir des espèces de tiques qui vont être complètement différentes. On va avoir cette végétation va aussi créer une diversité de paysages qui va permettre des zones d'interface entre les hôtes et les tiques. Et en parlant des hôtes, eux aussi sont considérés comme un facteur biotique intéressant, important dans l'influence de l'environnement. On va avoir la densité des hôtes qui va beaucoup jouer sur la présence ou non des tiques, puisqu'elles ne se déplacent pas beaucoup. Comme vous le savez, elles attendent au sommet de la végétation le passage d'un hôte. Mais ceci est à nuancer parce que ce n'est pas vrai pour toutes les espèces de tiques. Par exemple, la Yaloma marginatum, dont vous parlez de Paloma tout à l'heure, elle est une tique chasseuse, donc elle va se déplacer jusqu'à sa proie. On a aussi, comme le disait Paloma, une spécificité d'hôte. Chaque espèce de tique ne va pas se gorger sur le même hôte. Et ces individus vont pouvoir aussi, les hôtes vont pouvoir moduler la dispersion des tiques à différentes échelles, puisque en transportant les tiques sur elles, les tiques qui les parasitent, elles vont pouvoir les amener d'un point A à un point B. Et du coup, maintenir les populations de tiques, ces populations de tiques à différents endroits. Donc en fait, tout ça, ça va influencer, tous ces facteurs vont influencer localement la densité et l'activité des tiques et ça va créer des interactions qui vont définir des habitats propres à chaque espèce. Donc le contexte de la Corse. Ici, la Corse, c'est une île française méditerranéenne qui est située sur la route des oiseaux migrateurs. Elle a une importante diversité climatique et écologique avec des interactions entre les populations humaines, les populations animales et l'environnement qui sont constantes et décuplées lors de la saison estivale. Et toutes ces caractéristiques vont permettre le développement de beaucoup d'espèces de tiques et d'agents pathogènes. Aujourd'hui, cette importante diversité climatique et écologique est en train de changer, notamment dû aux changements globaux et au réchauffement climatique. Et cela permet aux espèces de tiques d'étendre leur territoire, mais aussi d'étendre du coup la dispersion des agents pathogènes sur toute la surface de l'île. Mon projet de thèse possède une approche One Health, donc je vais encore le répéter, mais cette approche, elle nous permet d'étudier toutes les différentes parties de la santé, que ce soit animale, environnementale et humaine, pour essayer de mieux comprendre et anticiper les risques d'émergence. Et pour compléter le projet de Paloma, nous avons décidé d'effectuer une thèse qui serait plus focalisée en santé animale et environnementale, alors que Paloma, elle, se focalisait plus en santé animale et humaine. On a défini donc plusieurs objectifs qui sont tout d'abord de définir et caractériser les différents habitats par espèce de tiques, étudier la répartition des différentes espèces de tiques sur le territoire, identifier la circulation des virus, que ce soit des virus d'intérêt en santé publique, mais aussi la diversité virale, et enfin essayer de cartographier ces résultats pour cibler les efforts de prévention et de contrôle quant aux maladies à transmission vectorielle. Donc, il faut savoir qu'en mes régions méditerranéennes, on n'a pas énormément de données et d'études sur le lien entre les maladies à transmission vectorielle et l'environnement. Donc, c'est pour ça que ce projet de thèse va s'articuler autour de 3 principaux axes. Le premier est la caractérisation des biotopes des tiques.
à de petites échelles spatio-temporelles, c'est-à-dire là où les tiques vont pouvoir interagir avec leurs hôtes. Et l'étude de ce biotope est intéressante puisqu'il va déterminer la survie et l'abondance des tiques dans un environnement. On a aussi réalisé en parallèle des collectes de tiques de différentes façons, soit sur animaux, soit directement dans ces environnements. Et enfin, lorsque nous les avons collectés, nous les avons analysés. Donc, je vais commencer par vous parler du matériel et méthodes que nous avons mis en place pour caractériser les différents biotopes des tiques. Donc, nous avons échantillonné 43 communes sur l'ensemble de la Corse en fonction des températures et de l'humidité moyenne, mais aussi des étages de végétation de la Corse, pour essayer d'inclure le maximum de diversité de biotopes que possible. Nous avons ensuite choisi quel milieu nous allions investiguer parmi ces communes, enfin à l'intérieur de ces communes, et nous avons décidé d'investiguer les forêts, les prairies ou les plaines en fonction de comment on les appelle, et les écotomes qui sont des zones de transition entre deux écosystèmes. Donc, au sein de ces 43 communes, nous avons cherché tous ces biotopes et si au moins l'un d'entre eux était trouvé dans la commune, alors nous devions le caractériser par la méthode qu'on appelle méthode des transects et quadrats. Le transect, c'est une ligne qui chez nous faisait 100 mètres, implémentée de 3 quadrats, donc 3 carrés de 10 mètres sur 10 mètres. Et à l'intérieur de ces quadrats, nous avons étudié 12 variables. Alors, ça pouvait être des variables qui nous permettaient de collecter des informations sur l'observateur et le lieu d'observation, mais aussi des données abiotiques, donc paramètres physico-chimiques. Par exemple, nous avons fait pour chaque quadrat 5 mesures d'intensité lumineuse, de température et d'humidité des premiers centimètres du sol. Et enfin, des données biotiques, donc par exemple comme le recouvrement par strate végétale, la présence d'un chemin ou non à l'intérieur de notre quadrat, la hauteur de chaque strate, la profondeur de litière, c'est-à-dire du couvert végétal mort sur le sol, mais aussi est-ce qu'il y avait, et s'il y avait, combien de traces d'ongulés on pouvait trouver sur ces quadrats. On a aussi déterminé par espèce végétale la strate et le recouvrement ainsi que les indices d'agrégation des plantes au sein de chaque quadrat pour essayer de caractériser au mieux ces végétations, ces biotopes. Donc, ces 43 communes ont été investiguées 2 fois au moment du printemps et de l'été. Parce que ce sont les saisons où l'activité des tiques est la plus importante. Cela nous a permis de récolter donc des données à de petites échelles spatio-temporelles et que l'on pourra implémenter plus tard avec des échelles de plus grosses, sur des données de plus grosse échelle, comme par exemple la température atmosphérique, l'humidité atmosphérique, mais aussi des indices de végétation. Pour ce qui est de la collecte des tiques, nous avons directement collecté des tiques dans l'environnement sur ces biotopes caractérisés par la méthode du drap. Alors la méthode du drap, elle consiste à passer un drap blanc dans la végétation et ce drap, il va agir comme un leurre mécanique pour les tiques qui vont grimper dessus et s'y accrocher en pensant que c'est un hôte. Nous avons aussi collecté une fois toutes les 2 semaines des tiques sur bovins et chevaux. Bovins à l'abattoir, dans les 2 abattoirs dont parlait Paloma précédemment, et chevaux au centre équestre de Corté et d'Équiloisirs. Depuis 2024, nous avons aussi l'opportunité de collecter des tiques sur les petits mammifères sauvages et les oiseaux migrateurs. Pour ce qui est de l'analyse des tiques, nous allons d'abord détecter les virus d'intérêt en santé humaine par PCR, donc par détection moléculaire. Nous voulons essayer d'analyser nos tiques par New Generation Sequencing, donc ça veut dire séquençage seulement, pour essayer d'avoir les séquences ARN
ou des diversités virales sans a priori, c'est-à-dire essayer de voir quel virus se retrouve dans nos tiques, et aussi de visualiser la diversité génétique par espèce de tique en fonction de leur localisation sur le territoire. Enfin, nous avons analysé nos tiques par puces microfluidiques pour essayer de détecter 36 bactéries et parasites pathogènes pour l'homme. Pour ce qui est des résultats, je vous présente des résultats qui sont dits préliminaires puisque ce sont vraiment les analyses n'ont pas encore toutes été réalisées. Donc, je vous présente les résultats pour les données abiotiques, donc les paramètres physico-chimiques. On peut voir que pour l'humidité du sol, les températures du sol et l'intensité lumineuse, les boîtes qui sont sur les graphiques pour la prairie sont beaucoup plus importantes et du coup vont nous permettre de dire que les paramètres abiotiques de la prairie présentent une plus grande variabilité et constituent donc un habitat un peu moins stable que la forêt et les cotones. Mais comme je vous le disais, ces résultats nécessitent une analyse plus approfondie et mise en relation avec les données biotypes que nous allons analyser. Et en plus de ça, il serait intéressant de mettre en relation ces données avec des données de plus grande échelle. Pour ce qui est de la collecte des tiques, nous avons collecté 275 tiques provenant de 6 espèces différentes dans 30 communes de Corse. Je ne vais pas trop vous embêter avec ces graphiques, mais pour que vous compreniez, la taille de chaque cellule correspond à l'abondance que nous avons retrouvée des tiques et la couleur de chaque case correspond à une dépendance ou une indépendance de la saison en fonction d'un habitat. Donc par exemple ici, on peut voir que pour la prairie, on a trouvé autant de tiques en été et au printemps, mais par contre on a une dépendance positive de la saison été avec l'écosystème prairie, c'est-à-dire qu'on va retrouver positivement des tiques en été en prairie. Nous avons voulu mettre en relation ces différents types d'habitats avec des espèces et pour ça, nous avons projeté sur un graphique des espèces de tiques collectées avec les biotopes et nous pouvons voir que certaines ont beaucoup plus de proximité avec des environnements, comme par exemple Ixodes ricinus que nous retrouvons beaucoup en forêt, Rhipicephalus bursa qui va être retrouvé énormément en prairie, et Rhipicephalus sanguineus qui a l'air d'être retrouvé plus souvent en écotone. Donc on a 3 espèces qui semblent associées à un biotope et à une saison spécifique. Comme je vous le disais, Ixodes ricinus qui va du coup être retrouvé assez fréquemment en forêt au printemps, Rhipicephalus bursa en prairie en été, et Rhipicephalus sanguineus qui semble être retrouvé dans les écotones au printemps, mais comme le graphique l'indique, le carré blanc montre une indépendance de la saison avec le biotope, donc on ne peut pas conclure sur le fait que Rhipicephalus soit retrouvé dans ce type de biotope au printemps. Pour ce qui est de la collecte des tiques sur les bovins et les chevaux, nous avons récolté environ 6000 tiques appartenant à 8 espèces différentes en 2023. Et nous pouvons voir que du coup, nous avons collecté deux espèces de tiques différentes et en plus qu'avec la méthode de collecte dans l'environnement. Ce qui montre une nécessité d'utiliser plusieurs méthodes de collecte pour essayer d'évaluer au mieux la diversité des espèces de tiques que l'on va retrouver sur le territoire. Aussi, grâce à ce type de collecte, nous avons pu réaliser des cartes de répartition des espèces sur le territoire, mais aussi étudier leur saisonnalité. Enfin, pour ce qui est de la collecte de tiques sur les petits mammifères sauvages et les oiseaux migrateurs,
Je ne peux vous présenter que les résultats concernant les oiseaux migrateurs parce que cet aspect de notre recherche est assez nouveau et en cours, et encore en cours de collecte. Donc, voilà, nous avons collecté 148 tiques au printemps 2024 sur les oiseaux migrateurs et 100% d'entre elles correspondaient à des Ixodes ricinus, qui sont du coup le vecteur principal de la maladie de Lyme. Et collecter des tiques sur ces oiseaux est intéressant parce que il va nous permettre de surveiller l'entrée de nouvelles espèces de tiques, mais aussi de nouveaux agents pathogènes. Pour ce qui est de l'analyse des tiques, donc par détection moléculaire, nous avons essayé de détecter le virus CCHF dans nos tiques. Et comme Paloma vous le disait, nous avons détecté ce virus dans les tiques collectées sur bovins. Mais nous ne l'avons pas détecté dans les tiques provenant de l'environnement. Et ça, c'est sûrement dû au fait que nous n'avions que très peu d'échantillons à analyser. Nous n'avions collecté que 4 tiques Yaloma marginatum dans l'environnement. Pour ce qui est des travaux restants, donc dans les prochains mois, on va essayer de rechercher ce virus dans les tiques collectées en 2024, mais aussi les analyser pour d'autres types de virus qui pourraient être intéressants en santé publique. Pour ce qui est du séquençage, nous n'avons pas encore commencé les analyses. Et enfin, pour ce qui est des résultats de la puce microfluidique, nous avons pu détecter parmi ces 36 pathogènes recherchés, 10 d'entre eux. Et maintenant, je dois réaliser des études bibliographiques sur les espèces et les stades associés à ces différents pathogènes. Il est important aussi de noter que depuis 2024, nous pouvons collecter des échantillons de sang sur les bovins et les oiseaux migrateurs, et du coup cela nous permet un gain de temps et d'augmenter notre efficacité de détection de notre système de surveillance. Pour conclure, je pense qu'étudier les maladies à transmission vectorielle de façon multidisciplinaire est la meilleure façon pour avoir une vue réaliste du statut de la Corse. Et j'espère que ce travail nous permettra d'implémenter les informations sur l'aspect environnemental du cycle de vie des tiques dans les régions méditerranéennes, mais qu'il va aussi pouvoir nous apporter des informations et une vision globale sur les différentes espèces de tiques et leur circulation en Corse, leur localisation, mais aussi sur la diversité, leur diversité, la diversité des virus qu'elles transmettent et leur circulation sur le territoire. Pour finir, j'espère que ce travail pourra être utilisé dans des systèmes de modélisation pour essayer d'identifier des zones à haut risque d'émergence en Corse. Merci beaucoup pour votre attention.